Une stratégie d'intimidation et de musellement de l'opposition, c'est ce que dénonce le PDCI. Selon le parti d'opposition ivoirien dirigé par Tidiane Thiam, 8 de leurs cadres locaux et militants ont été arrêtés depuis le 30 septembre. Et le PDCI dénonce également, je cite, les conditions irrégulières de ces interpellations. Contacté, le porte-parole du gouvernement affirme qu'une procédure est engagée et qu'aucune interpellation ne peut se faire sans le procureur. Mercredi déjà, il avait déclaré que les personnes arrêtées l'étaient parce qu'elles commettaient des délits et non parce qu'elles appartenaient à l'opposition. Cette semaine également, 3 hauts cadres du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, ont été inculpés pour, entre autres, atteinte à l'autorité de l'État et trouble à l'ordre public. 2 d'entre eux ont été placés en détention. Jeudi, le Conseil national de sécurité a interdit toute manifestation contre l'exclusion de candidats à l'élection présidentielle et contre la candidature à un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Le CNS a indiqué qu'il était illégal de contester les décisions du Conseil constitutionnel. En réaction, l'opposition a reporté la marche qu'ils avaient prévue ce week-end. L'avenir pour Mohamedou Laminou, la trentaine, c'est sans hésitation Paul Biya, bientôt 93 ans, dont 43 passés au pouvoir et candidat à un 8e mandat présidentiel. Et nous savons au Cameroun que le président Paul Biya est un homme de parole. Et le président Paul Biya est un homme qui écoute la jeunesse. La vieillesse ne fait pas quelqu'un de la faiblesse. Quand on est vieux, on est sage et on sait diriger les jeunes et les moins jeunes aussi. Lui milite au RDPC depuis ses 18 ans. Le parti au pouvoir organise ce jour-là à Ngaoundéré, dans le nord du pays, un grand meeting pour lancer la campagne présidentielle. La place des fêtes est bondée, les motos-taxis de la ville ont été réquisitionnés contre rémunération et tiennent leur rôle avec enthousiasme. Et on nous donne souvent comme ça, comme actuellement, comme nous sommes maintenant, on nous donne le carburant et l'argent, surtout comme nous, il y avait le t-shirt, il y avait le drapeau, pour les motiver aussi, pour lui montrer que nous sommes avec lui et peut-être qu'il va nous changer notre avis. Près de 60% des Camerounais ont moins de 25 ans. Ils n'ont connu que Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. C'est l'un des facteurs qui explique le soutien d'une partie de la jeunesse camerounaise à cette 8e candidature du président sortant. Pour cet analyste politique, ces jeunes sont comme frappés d'un syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm est un syndrome qui fait en sorte que quelqu'un finisse par aimer son bourreau. Ils finissent par aimer son bourreau parce qu'on a conditionné son esprit à voir en son bourreau sa seule opportunité de vie et de réussite. Quand un jeune veut avoir une place au soleil, il se dit que c'est en allant vers le parti au pouvoir, en allant vers le régime, en le supportant, même si ce n'est pas avec la conviction, c'est-à-dire en criant chaque jour le nom Paul Biya Oye, qu'il va être repéré, on va pouvoir lui donner 1 ou 2 petits postes et à partir de là, il se construit une carrière. Mais selon lui et nombre d'observateurs, beaucoup de jeunes Camerounais, qu'ils soient éduqués et diplômés ou qu'ils vivent de petits boulots pour s'en sortir, ne se retrouvent pas dans cette énième candidature Biya. Massika Mouamo est déplacée de guerre, originaire de l'Itourie. Depuis 2 ans, elle vit à Béni, désignée siège provisoire des institutions provinciales après la prise de Goma par la FCM 23 en début d'année. Pour elle, le refus de Kinshasa de signer un accord de coopération économique avec Kigali est une désillusion de plus. Le fait que le gouvernement négocie puis se retire de ses engagements, ça nous décourage, car c'est nous qui en souffrons. Si le gouvernement décidait sincèrement de signer les accords économiques avec d'autres pays, ça améliorerait notre niveau de vie. Nous ne savons même pas quand la guerre prendra fin. La vie devient pénible. Nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles. Et le gouvernement se tait face à cette souffrance. Malgré les négociations toujours en cours à Doha entre la RDC et le M23 et la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali fin juin sous l'égide de Washington, les affrontements se poursuivent dans les Nord et Sud Kivu. Et après avoir déjà renforcé ses effectifs dans le Rutshuru en septembre,
la FCM 23 diffuse les images de 9350 nouvelles recrues à Tchanzu. Une situation qui désespère cet habitant de Goma. Notre inquiétude, c'est que la question des FDLR revient chaque jour depuis qu'ils sont en discussion. La population se sent déçue et abandonnée puisqu'apparemment, ils ne traitent pas les vraies causes qui font que la guerre persiste. Alors on se demande, quelle sera la suite ? L'accord qui devait être signé à Washington vendredi devait notamment permettre de réorganiser les chaînes d'approvisionnement en minerais, dont plusieurs sont sous contrôle de la FCM 23. Malheureusement, les Rwandais et les M23 manifestent autre chose, continuent à progresser sur le terrain, à attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça, c'est une façon de nous montrer comme nous sommes naïfs, nous sommes faibles, raison pour laquelle cette fois-ci, nous n'allons pas signer cet accord d'intégration économique sans préalable. Fin septembre, le M23 s'est emparé de la localité de Nzibira, au sud-ouest de Bukavu. Les observateurs redoutent une offensive sur la grande ville d'Uvira, voisine du Burundi. Selon des sources sécuritaires, Bujumbura a récemment renforcé sa présence à la frontière. Ce dimanche 5 octobre, un attroupement inhabituel s'est formé devant la fameuse caserne des forces d'intervention de la police nationale dans le quartier d'Intamour à Antananarive. Et suite à cela, nous avons obtenu le témoignage exclusif d'un agent de police qui nous a confié qu'ils étaient des milliers à avoir fait le déplacement suite à un message WhatsApp le matin même leur annonçant la distribution d'une somme de 100 € en liquide par personne. Nous avons obtenu une liste nominative des bénéficiaires, 5537 personnes réparties dans 7 villes, toutes touchées par les manifestations du mouvement Gen Z. Dans la liste, il y a le nom du ministre de la Sécurité publique sortant et celui de sa directrice de cabinet. Nous avons reçu ce message ce matin, nous disant de venir à la caserne. Pour ceux qui sont dans la liste, car ils auront 500 000 $ de la part du président. Tout le monde a droit à cette somme, jusqu'au ministre limogé, au staff, tous sont bénéficiaires de cette somme de 500 000 $. 100 €, une coquette somme pour notre source policière qui gagne 192 € par mois. Il nous a aussi confié que la distribution a dégénéré en raison des longues files d'attente et de l'impatience qui gagnait les milliers de policiers. L'unité spéciale d'intervention a dû lancer une grenade lacrymogène au sein de la caserne pour calmer les policiers. Toujours selon notre source policière, la majorité des policiers sont du côté des manifestants, mais exécutent des ordres. Ce sont les ordres qui les obligent à continuer, mais ce n'est pas de leur plein gré. Si ça ne tenait qu'à eux, ces manifestations se seraient déjà finies. Les policiers commencent à râler. Il y en a qui veulent se rebeller, mais vu que notre chef est très strict, on dit qu'on ne prend pas parti. Mais ils sont à 2 doigts de se rebeller et d'aller manifester avec le peuple. On veut que le président dégage maintenant. C'est plus possible. Je ferai la fête s'il démissionne, bien sûr. Selon la porte-parole présidentielle, cette somme ne vient pas du président Radouel, mais, je cite, probablement du commandant des forces de défense et de sécurité et s'inscrit dans le budget de l'État au titre des indemnités de dispositifs liés aux opérations de maintien de l'ordre, a-t-elle expliqué. Pourtant, notre source policière indique que c'est la première fois depuis les manifestations violentes de 2009 qu'il reçoit une telle somme. Comme plusieurs milliers de mototaxis, Muyoboke Ali Yazal a fait le choix de l'électrique. Je commençais à me fatiguer et la conduite d'une moto électrique est moins épuisante qu'une moto thermique. Ça me permet aussi d'épargner plus d'argent. Avec à peu près 2000 francs rwandais, je parcours 70 km en moto électrique, contre 3500 francs rwandais avec une moto thermique. Le motard doit se rendre dans l'une des dizaines de stations de recharge de cette société rwandaise pour échanger son bloc de batterie. D'un geste, l'employé connaît directement le niveau de sa batterie qui déterminera le prix d'achat de la prochaine. Grâce à un tarif préférentiel fixé par le gouvernement, il paiera 2 fois moins cher qu'un usager classique. Ce système d'échange lui épargne aussi une centaine de dollars de maintenance par semestre. Cet entretien est assuré directement dans ce hangar, siège de l'entreprise de moto basée à Kigali. On développe les batteries et ici, c'est là où on fait l'assemblage après les avoir importées de Chine.
Importé mais non taxé, c'est l'un des avantages fiscaux mis en place par le gouvernement rwandais pour inciter à la mobilité électrique. En outre, depuis janvier, plus aucune moto-taxi thermique ne peut être immatriculée à Kigali. Notre vision, c'est d'avoir au moins 100 000 motos sur nos réseaux d'ici 2030. On a les ambitions de s'étendre en dehors de la capitale et ça commence avec l'année prochaine d'ailleurs. On commence par les villes qui ne sont pas très loin de Kigali. Et puis d'ici 2030, on sera partout. Un objectif qui s'inscrit dans celui du gouvernement rwandais, réduire de 38% ses émissions de carbone d'ici 5 ans. Pour cela, le Rwanda entend également électrifier le deuxième moyen de transport du pays, le bus. En mai dernier, le gouvernement rwandais a lancé la première ligne de bus électrique interurbaine en coopération avec une société de transport kenyane. Actuellement, 2 stations de recharge existent et 4 autres devraient voir le jour d'ici la fin de l'année. Nous étendons rapidement notre infrastructure de recharge à de nouvelles villes comme Mwanga et d'autres. Cela ne sera pas seulement pour les bus, mais cela aidera également les véhicules de passagers autorisés à pouvoir se recharger dans notre établissement, afin d'augmenter vraiment l'accessibilité du support de recharge, non seulement pour les consommateurs de bus, mais aussi pour les navetteurs quotidiens en voiture. Malgré une amélioration notable du réseau électrique à Kigali, sa fiabilité reste encore limitée en zone rurale. Pour réussir son pari d'électrification des transports, le Rwanda devra surmonter ces disparités régionales. La bande de Gaza, toujours sous les frappes israéliennes, en ce lundi matin, en dépit des injonctions de Washington qui réclament un arrêt immédiat des bombardements pour laisser place aux pourparlers en cours à Sharm el-Sheikh en Égypte, ou comment mettre en œuvre le plan américain. Après son acceptation par Israël, le Hamas plaide aujourd'hui en faveur d'un échange immédiat otages-prisonniers palestiniens. Le Hamas, dont le négociateur faisait une apparition publique ce dimanche, sans jamais faire référence aux négociations en cours. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant d'accorder de la patience, de la consolation et de la tranquillité à notre peuple et d'humilier notre ennemi. Négociation indirecte sous la pression directe de Donald Trump pour des pourparlers qualifiés de techniques où il serait question de définir dans les moindres détails les conditions de libération des otages, définir notamment l'heure et la durée du cessez-le-feu qui doit régner pendant ces libérations. À la question, en combien de temps un accord pourrait être conclu ? Je pense très bientôt. Ils sont en train de négocier en ce moment même. Cela durera quelques jours. Nous verrons comment cela se passe. Mais j'entends dire que cela avance très bien. Et Donald Trump de prévenir le Hamas qu'il ne tolérerait aucun retard. Pendant ce temps, à Tel Aviv, devant la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou, c'est dans la prière et le recueillement que les familles et proches des otages attendent la fin d'un interminable calvaire. Après les nombreuses désillusions, l'espoir qu'enfin tout s'arrête. Quand nous avons entendu les nouvelles du président Trump vendredi soir, nous avons été très émus et excités à l'idée de la possible libération de tous nos frères et sœurs détenus à Gaza. Également au cœur de ces pourparlers, le calendrier de retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et la libération de prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité, condition sine qua non à la libération des otages israéliens.